Et oui, bonsoir à toutes et à toutes. Voilà, nous retrouvons comme tous les 15 jours notre rendez-vous, l'écho des entreprises. Vous êtes bien sur Odo Radio, 91.3 www.odoradio.net. L'écho des entreprises proposé donc par notre radio et en partenariat avec Haute-Garonne Développement et aussi la Maison du Bonheur. Donc, émission co-animée par Jacques Blouin, directeur d'Haute-Garonne Développement. Bonsoir Jacques. Bonsoir Jean-Christophe. Et aussi par Alexandra Eloli Castillo, voilà, de la Maison du Bonheur. Bonsoir Alexandra. Bonsoir. Voilà, qui nous présentera l'agenda dans quelques secondes. Donc un plateau assez riche, Jacques, ce soir, encore une fois. Donc nous aurons dans l'ordre David Moneghetti pour Escale Gourmande, nous aurons Cédric Bonnet pour l'atelier d'architecture, son atelier d'architecture à Floirac. Nous aurons aussi deux entreprises, deux sociétés qui s'occupent d'hébergement d'entreprises avec DTZ et Tourny Meilleur. Nous aurons aussi une entreprise de production industrielle avec le groupe Team Oneo et Yves Le Guillou. Bonsoir Yves. Et nous aurons aussi l'ACMARA 33, la Chambre des métiers d'artisanat de la région Aquitaine de la Gironde, avec Michel Dumont qui lui viendra nous parler du passage de la TVA, notamment de 5,7 à 7 et de 7 à 10 voilà, pour les métiers du bâtiment. Bonsoir Michel. Bonsoir. Voilà, on commence tout de suite, Jacques. Alors peut-être un petit mot de présentation avant de donner la parole à Alexandra. Un petit mot de présentation de nos invités, Jacques. Oui, simplement pour dire que pour cette dernière émission en direct, on a choisi d'abord d'inviter deux entreprises récemment installées. D'abord Escale Gourmande, parce que c'est un temps de fête et que Escale Gourmande va pouvoir nous dire ce qu'il fait, ce qu'il propose, et puis peut-être ce qu'on peut faire pour les fêtes de fin d'année. Et puis aussi un architecte qui est dans la pépinière d'entreprises de Floirac et qui fait partie des nombreuses entreprises qui existent dans nos pépinières du réseau aquitain des pépinières d'entreprises. On a voulu aussi, dans cette dernière émission, parler d'hébergement d'entreprises, et plus particulièrement au sens large du terme, d'immobilier d'entreprise, que ce soit pour les bureaux ou les locaux d'activité. C'est la raison pour laquelle on a voulu inviter deux partenaires du club de partenaires de Haute-Garonne Développement, à savoir DTZ et Tourny Meilleur. Et puis aussi parce que c'est la fin de l'année et puis qu'on dit toujours un peu la morosité. Eh bien non, c'est pas toujours morose. Il y a des entreprises industrielles qui sont très vivantes. Voilà, qui se portent bien sur le territoire. On a voulu inviter Team Oneo, et en la personne de M. Yves Le Guillou qui nous parlera de son entreprise. Voilà, et puis comme tu l'as souligné tout à l'heure, on a une parole d'expert pour finir cette émission. Un expert qui nous parlera du passage de la TVA dans les métiers du bâtiment. Voilà le programme de cette Très bien. Donc à table Jacques, avec Escale Gourmande et Monsieur David Moneghetti. Rebonsoir David. Bonsoir. Alors David, on passe d'abord peut-être l'agenda. L'agenda. Une partie de l'agenda tout de suite. On oublie l'agenda. Puis la fin. Alexandra, l'agenda. On commence par l'agenda. On vous écoute. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bon, pour cet agenda, aujourd'hui, on vous propose commencer par les permanences d'information pour la création, le développement et la reprise d'entreprises tenues par Haute-Garonne Développement. À savoir, ils seront tenues mardi 17 décembre de 10h à midi à la mairie de Bassins, mardi 17 décembre de 14h à 17h à la mairie de Saint-Eulalie. Cette fois-ci, ça sera tenu par l'association Pays Cœur Entre-deux-Mers. Et mercredi 18 décembre de 10h à midi à la mairie de Ambarès et La Grave. On propose aussi des événements, à savoir, il n'y a pas beaucoup d'événements parce que c'est les fêtes. Voilà, c'est les fêtes. Donc, on vous a trouvé de toute façon quelques événements très importants pour vous. Donc, on commence mardi 17 à 10h. Êtes-vous déjà inscrit pour la visite d'entreprise des IFI Peinture? C'est une société qui travaille sur le matériau composite et la peinture industrielle. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous au 05 57 54 32 50 ou par email à contact@hdgdef.com.
Mardi 17 à 19h, un peu plus tard dans la journée, la 2e édition du Café Philo Numérique organisé pour les spécialistes du numérique, chefs d'entreprise et public intéressés à découvrir comment l'usage des sciences et des techniques peuvent améliorer les caractéristiques physiques et mentales des êtres humains. L'invité, c'est l'écrivain David Angevin, qui a écrit Google Démocratie en 2011 et Adrien Humain 2.0 en 2013. Le rendez-vous, c'est au 12 rue des Fossés à Bordeaux. Plus d'informations sur akinum.fr. Et ensuite, mercredi 18 à 19h30, un apéro très particulier destiné aux community managers du web. My Apéro Bordeaux numéro 7. Il faut s'inscrire pour avoir toutes les informations sur cet événement et vous pouvez le retrouver sur notre page Facebook Eco Entreprise. Et Eco, ça s'écrit E-C-H-O Entreprise. Alors, mercredi 18 à 19h, aussi, la CAC 33 a le plaisir de vous convier à son 19e atelier thématique qui se déroulera en partenariat avec la Maison Éco-Citoyen de Bordeaux. Le thème « Pourquoi intégrer le développement durable préconise d'autres comportements ». Plus d'informations sur cacgironde.fr et c'est la fin de la première partie de notre agenda. Très bien. Peut-être juste un mot sur le Facebook, Alexandra, que tu citais, le Twitter de l'émission pour suivre, réécouter l'émission. Tout à fait. Pour réécouter l'émission, pour retrouver le replay de cette émission, vous allez sur le site facebook.com/éco-entreprise. Aussi, vous pouvez nous suivre sur la compte Twitter émission Éco et vous retrouverez les photos de notre photographe invité ce soir, c'est Désiré Castillo. Voilà, alors félicitations Désiré d'avance pour les photos, enfin on espère réussir, merci Désiré. Donc alors oui Jacques, je disais à table, donc on y arrive, merci Alexandra pour cet agenda, on retrouvera la fin de cet agenda dans le courant de cette émission, donc on passe à David Moneghetti pour Escale Gourmande. Alors bonsoir David. Bonsoir. Alors voilà, bon, pour ceux qui vous connaissent, ça fait déjà au moins une dizaine d'années que vous exercez cette belle profession de traiteur. Hein. Tout à fait. Et depuis cet été, je crois savoir depuis le mois d'août, vous avez ouvert Escale Gourmande. Alors, en quelques mots, David, présentez-nous cette nouvelle activité que vous exercez finalement en parallèle de votre activité de traiteur. C'est bien ça ? C'est exactement ça. En fait, c'est une deuxième activité que j'ai lancée au mois d'août. Cette activité est surtout destinée à la livraison de repas, notamment de déjeuner, donc le midi, pour les entreprises. Donc, essentiellement sur la rive droite. Même si on livre et on dessert Bordeaux et la Cube, mais principalement donc sur la rive droite puisque nous sommes basés à Bassens. Donc les formules sont diverses et variées, simples et relativement accessibles en termes de budget. On va trouver de la formule sandwich avec un sandwich frais, une boisson, un dessert, des formules salades, des formules pâtes chaudes ou des formules plats cuisinés. Et la dernière formule que l'on vient de mettre en place, c'est la formule plat du jour, dessert du jour. Donc avec un budget de 7,90 € livré. TTC. TTC, on est bien d'accord. Attention au TTC parce qu'aujourd'hui on a un expert autour de nous. Donc, on va parler de cœur de la TVA, c'est ça. Donc 7,90 TTC. Livraison Bordeaux Cube assurée. Tout à fait, c'est ça. Vous donc pouvez commander jusqu'à... C'est le midi, on est d'accord. Le midi, vous pouvez commander jusqu'à 13h30, soit directement sur notre site internet www.escale au pluriel gourmande-bordeaux.com ou directement sur notre standard 05 56 68 87 00. On prend les commandes jusqu'à 13h30, on vous livre ensuite dans la foulée. Bon, très bien David. Alors, est-ce que vous avez ressenti ce besoin ? Parce qu'il y avait déjà ce service traiteur qui fonctionne depuis un moment. On l'a dit, vous êtes installé à Bassens, dans la zone d'activité. Est-ce que vous avez ressenti le besoin auprès d'entreprises, de clients que vous aviez déjà, de cette offre que vous avez rendue disponible ? Voilà, c'est exactement ça. En fait, auprès de mes clients, déjà pour la partie traiteur, certains m'avaient déjà fait la demande, pourquoi vous ne livrerez pas des repas pour nous le déjeuner, c'est le midi, c'est vrai qu'on n'a pas souvent le temps de manger, on reste au bureau, on n'a pas beaucoup de temps de pause. Donc l'idée a un petit peu mûri et c'est pas forcément évident à mettre en place. On est sur des budgets qui sont relativement restreints, sachant qu'en plus on fait quasiment que du produit frais, du produit brut que l'on travaille nous-mêmes, donc c'est pas évident. Alors ça c'est une marque de fabrique, on a envie de dire déjà pour le service traiteur, vous vouliez assurer la qualité avec des produits frais. C'est la continuité de mon activité de traiteur où là je suis vraiment dans la politique du produit frais, du produit brut que l'on travaille nous-mêmes. Je veux continuer cette politique de qualité. Je pense que c'est un gage pour l'avenir et pour la pérennité des entreprises, notamment des métiers de bouche. Et donc là, c'est une production locale, et l'unité de production, on l'a dit, dans la zone d'activité de Bassens, avec un grand labo sur environ
environ 200 mètres carrés. 200 mètres carrés de labos, tout à fait, qui sont agréés, qui sont aux normes, qui nous permettent d'assurer la production et de traiteurs et d'escale gourmande désormais depuis donc le mois d'août. Voilà. Alors avec cette nouvelle activité, Escale Gourmande, David, vous avez créé déjà 2 emplois de plus en CDI. Hein. Exactement, donc 2 embauches avec notamment une personne en cuisine et une personne aussi pour la partie aide à la cuisine et livraison. Au moment, donc à partir de 10h30 en principe, les livraisons on commence et voilà, ça a permis déjà d'embaucher 2 personnes. Aujourd'hui, on n'est pas tout à fait à l'équilibre après 3 mois d'activité, mais bon, je trouve que c'est déjà pas mal. Si on continue à se développer comme ça, il va y avoir forcément nécessité d'autres embauches. En Exactement. 2014 ça me paraît assez possible. Voilà, donc ceux qui sont dans la zone qui pourraient être intéressés, vérifiez, tenez-vous au courant. Voilà, pour les prospectives d'embauche et d'emploi chez Escale Gourmande. Oui, Jacques. Oui, Jacques Escale Gourmande, donc nous on avait le plaisir d'avoir Monsieur Moneghetti et Corinne Garrigue de la société Escale Gourmande au Salon Interentreprise. Donc on a fait connaissance là, depuis on les a bien découverts et ils ont leur page aussi sur Facebook. Régulièrement on a une page Facebook, les plats appétissants en photographie. On publie tous les jours les menus du jour, donc ça vous permet de vous tenir au courant, savoir même si vous n'avez pas pu aller sur le site internet, ça vous permet d'avoir via Facebook aussi les menus du jour. Est-ce que ça marche les tickets repas ? Je vous confirme, ça fonctionne avec les tickets repas. Donc vous pouvez régler directement sur le site via votre carte bleue, une fois que vous avez créé votre compte sur notre site. Et ensuite, vous pouvez également, à la livraison, régler soit en espèces, chèque ou ticket restaurant. Très bien. Écoutez, on vous remercie David Moneghetti, puis on souhaite une belle aventure, en tout cas Merci une bonne réussite dans cette nouvelle offre Escale Gourmande. C'est moi qui vous remercie. Alors Jacques, c'est vrai qu'on aime bien découvrir de nouvelles entreprises, de jeunes entreprises. C'est le cas justement avec cette nouvelle offre Escale Gourmande de David Moneghetti, mais pas seulement. Vous nous avez amené aussi, Jacques, un architecte, qui a ouvert son atelier d'architecture à la Pépinière de Forac. Vous connaissez bien Jacques Bois. Oui, tout à fait. Avant de donner la parole à Cédric, je voudrais rappeler que le réseau aquitain des pépinières d'entreprise compte aujourd'hui 28 sites. 28 sites sont répertoriés en Aquitaine comme ayant des pépinières d'entreprise. Ça représente 412 entreprises. Et sur ces 412 entreprises, ça fait 2100 emplois. Voyez-vous la force du réseau aquitain des pépinières d'entreprise, sachant que le réseau ne comprend pas toutes les pépinières de l'Aquitaine. Mais quand même, sur ces 28 sites, voilà, ça fait quand même 2100 emplois, ce qui n'est pas négligeable. Alors, tout à fait, les emplois non délocalisables finalement qui sont là. Et là, effectivement, on voit un atelier d'architecture à la Pépinière de Florac. Pépinière de Florac, spécialisée dans l'éco-construction, les métiers du bâtiment. Et donc, on a essayé effectivement de regrouper dans cette pépinière un certain nombre de métiers complémentaires les uns des autres. On avait du photovoltaïque, on avait de l'électricien, on avait de la plomberie, chauffagiste, on avait de la pose de fenêtres, stores, etc. Tout ce qui était ingénierie en fluide, énergie. Et puis, il nous a semblé aussi intéressant d'avoir dans nos murs un architecte complémentaire et puis qui peut donner aussi du travail aux autres entreprises. Ils se donnent les uns les autres du travail. Bon, très bien, c'est presque de l'économie collaborative. Donc, voilà. Cédric Bonnet, bonsoir. Bonsoir. Voilà, alors jeune architecte, on l'a dit, je crois que vous êtes diplômé depuis environ 5 ans. Oui, c'est ça, en 2007. Alors, on ne dit plus architecte des PLG, il y a une autre dénomination, Cédric, j'ai bien retenu la notion, donc maintenant on dit DEHMONP, c'est ça ? Tout à fait, Ce qui veut dire alors, Cédric ? Alors DE, donc c'est diplômé d'État en fait, voilà, et HMONP, donc c'est une qualification qu'on a en fait 1 an après notre diplôme d'État pour pouvoir s'installer, et donc elle signifie donc habilité à la maîtrise d'œuvre en nom propre. Très bien, donc c'est ce que vous pouvez faire. Vous exercez un nom propre, maintenant, Cédric Bonnet, donc avec votre atelier d'architecture à la Pépinière de Floirac. Alors justement, quand on démarre, on est tout jeune architecte, c'est important pour vous ce passage par une pépinière. En quoi ça a pu vous aider déjà Je crois que vous arrivez à la fin de votre contrat, on va en dire un mot. Oui, c'est ça. J'arrive à la fin des 3 ans en fait du bail. Pour moi, ça a été effectivement très important parce que j'ai pu déjà trouver un local, donc un petit bureau dans lequel je me suis installé.
très très agréablement. J'ai pu aussi y trouver un réseau d'entreprises. Vous parliez tout à l'heure de bureaux d'études, donc notamment de thermiciens avec qui j'ai pu déjà travailler, mais aussi d'artisans, beaucoup d'artisans assez compétents et aussi spécialisés parfois dans le domaine de l'éco-construction, donc des électriciens, plombiers, tout ce que disait effectivement Monsieur Bloin. Voilà, donc le réseau, le local et puis une énergie intéressante aussi avec l'accompagnement d'Haute-Garonne Développement qui nous suit de très près, qui nous aide vraiment dans les moments qui sont assez difficiles, les moments de l'installation, quoi. Voilà. Alors aujourd'hui, vous êtes plutôt spécialisé dans un type de travaux, un type de construction. Vous travaillez à la fois pour les collectivités mais aussi pour les particuliers, donc oui. on pourra en dire un mot? Oui, alors voilà, j'ai commencé à travailler pour le particulier, donc à faire des maisons individuelles, donc en neuf ou en rénovation, donc toujours autour du domaine de l'éco-construction. Maintenant, voilà, je commence à avoir une petite commande de bâtiments publics, de petits bâtiments publics. Donc voilà, petit à petit, effectivement, j'essaie d'augmenter un petit peu la taille des projets et leur complexité. Voilà, on a pu notamment réaliser avec Haute-Garonne un petit bâtiment, donc un éco-pavillon qui montrait un petit peu comment on pouvait mettre en œuvre des éco-matériaux avec des principes de l'éco-construction. Alors justement, avec ces nouvelles réglementations thermiques, ces nouvelles normes, oui, on fait voilà. vraiment des économies d'énergie aujourd'hui, on peut le dire, dans le neuf ou... Oui, on fait vraiment des économies d'énergie. Alors les thermiciens sont là justement pour nous le faire vérifier. Mais l'idée, effectivement, c'est de fabriquer des bâtiments peu énergivores. Donc c'était aussi l'objectif de ce petit pavillon. Alors la RT 2012 a sa complexité, effectivement, parce que on est quand même très contraint par l'enveloppe, par la gestion des ponts thermiques, par la gestion aussi des matériaux, des équipements. Ça rajoute effectivement une complexité à la construction, mais un intérêt quand même sur l'économie d'énergie, quoi. Ça, c'est sûr. Oui, Jacques. Oui, j'entends Cédric qui nous parle de ce bâtiment éco-pavillon. Si vous ne l'avez jamais vu, Jean-Christophe, je vous inviterai lors des sessions de 2014 que nous allons organiser avec justement architectes, thermiciens, etc. Oui, sur l'éco-construction. À visiter cet éco-pavillon pour en avoir une démonstration commentée. Tout à fait. Je l'ai vu de l'extérieur seulement, Jacques, donc il faut que je rentre à l'intérieur. C'est intéressant pour tous ceux qui sont dans les métiers de bâtiment et même les particuliers qui veulent s'initier, avoir une construction qui leur permette d'économiser des coûts en énergie. Or, du coup, vous travaillez surtout sur l'agglomération bordelaise, mais pas seulement. Je crois que vous avez aussi un pied-à-terre en Dordogne. Voilà, tout à fait. Je travaille aussi en Dordogne, donc je me divise un petit peu en deux. Je fais une moitié de Et alors semaine. l'avenir, là, du coup, vu qu'on arrive au terme, 3 ans, c'est le maximum, je crois, en pépinière. Oui. Il a fallu renégocier peut-être 1 an l'année dernière. Voilà, c'est ça. Et donc, la suite, là, vous êtes en train de chercher... Là, je cherche actuellement des locaux, donc peut-être en colocation ou coworking, maintenant, c'est le mot à la mode. Donc, essayer de retrouver un peu l'émulation qu'il y avait en pépinière, justement, d'essayer de partager des locaux avec d'autres entreprises, ce qui permet effectivement de partager voilà, des moments intéressants. Vous êtes en recherche, on peut lancer un Je suis en appel. Je lance un appel, effectivement, aux gens qui m'écoutent. Et, il se trouve qu'on est tous bien ceux qui entouré, pourraient on a des m'accueillir. hébergeurs là, d'entreprises, enfin on a des spécialistes de l'immobilier justement d'entreprises avec des TZ, des tournées meilleures, donc on lance l'appel. D'accord, ok. Et puis sinon évidemment à tous ceux qui nous écoutent aussi. Hein, et Jacques, allez, sinon question chiffre d'affaires, Cédric, ça va, ça se passe bien? Oui, ça va. Alors l'année est pas complètement favorable, mais bon, moi je m'en suis sorti assez convenablement. De belles perspectives. Vous travaillez maintenant. seul ou Je travaille seul, oui, tout à D'accord. fait. Donc c'est vrai que j'ai peu de charges et ça permet facilement de s'en sortir, tout à fait. les perspectives des bons projets pour 2014? De bons projets à suivre, voilà. Donc c'est bien. Bon, en tout cas, on vous remercie pour ce témoignage. Cédric Bonnet, on le rappelle, vous avez votre atelier d'architecture à la pépinière de Florac, au CIF de Florac, rue Jean-Alphonse. Voilà, on passe... Et oui, on va passer de l'architecture, n'est-ce pas, aux hébergements d'entreprises. Depuis plusieurs émissions, hein, avec Jean-Christophe et Alexandra, nous avons travaillé et surtout développé tout ce qui était immobilier d'entreprise, mais dans des domaines un petit peu différents, que ce soit les pépinières, les incubateurs, les hôtels d'entreprise. Dernièrement, c'était la semaine dernière, il y a 15 jours, c'était les centres d'affaires. Et bien aujourd'hui, donc, vous propose
de balayer plus largement tout ce qui est immobilier d'entreprise en matière de bureaux et de locaux d'activité avec les invités que nous avons tout à fait. Donc, alors, deux agences. Donc, alors, on a Tourny Meyer avec Fabrice Jolivet. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Nous avons aussi DTZ, donc avec Iris Retourné. Bonsoir Iris. Bonsoir. Et Éric Guillemin. Éric Guillemin, bonsoir. Bonsoir. On a eu le plaisir déjà de vous recevoir sur cette émission, Éric. On est très heureux de vous retrouver. Alors effectivement, deux agences différentes, mais qui font le même métier. Donc on va peut-être répondre à cette interview à la collégiale. On va essayer d'avancer en ce sens. Surtout qu'en préparant, on va pas trahir les secrets de préparation de cette émission, mais enfin tout de même en préparant cette émission, on a pu s'apercevoir que vous étiez à la fois concurrents, mais aussi confrères, et vous arrivez de travailler ensemble. Donc on a vu qu'il y a des bonnes relations entre vous. Donc on va continuer dans ce sens-là. Donc effectivement, aujourd'hui, alors si on dit que vous êtes conseiller en immobilier d'entreprise, c'est ça la définition ? Oui, c'est la bonne appellation. Donc Fabrice, allez-y. Oui, c'est la bonne appellation. Pour être synthétique, nous sommes une agence spécialisée en immobilier d'entreprise et nous ne faisons pas du tout d'habitation. On commercialise, c'est-à-dire on loue, on vend des locaux qui sont utilisés par des professionnels, des entrepreneurs, PME, PMI, professions libérales, et ça peut recouvrir à la fois des bureaux, des locaux d'activité, entrepôts et des locaux commerciaux. Donc, comme je vous le disais, location-vente, également parfois du montage d'opérations, ça part de la vente d'un terrain à une entreprise qui souhaite avoir un bâtiment correspondant exactement à son cahier des charges, et ça s'appelle du montage d'opération. On leur livre des bâtiments clés en main. Voilà. Oui, donc ça c'est un service en plus. Voilà, c'est un service en plus où on s'associe les services d'un contractant général ou d'un promoteur pour livrer un bâtiment qui correspond parfaitement au cahier des charges d'une entreprise. Alors Fabrice Jolivet, pour Tourny Meyer, l'entreprise a créé vraiment un département secteur rive droite, et vous en êtes le responsable. Tout à fait. Tourny Meyer est une entreprise qui a été créée en 1990 par Philippe Barieux, qui en est le président. Et il y a maintenant 7 ans, Philippe Barieux a souhaité créer un département s'occupant du territoire de la rive droite qui, selon lui, méritait un traitement particulier. Donc je m'occupe effectivement de ce territoire qui est en pleine mutation, comme vous le voyez. La rive droite a eu un vécu, mais elle a surtout un avenir. Bon, on va en parler justement de cet avenir. En tout cas, on peut d'ores et déjà dire que s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, des PME, PMI, qui cherchent des bureaux, des locaux mixtes, à la fois pour production bureau ou locaux vraiment artisanal, voilà, ils peuvent vous appeler. Tout à fait. S'ils cherchent un terrain sur la rive droite. Voilà, s'ils cherchent un terrain sur la rive droite, mais comme on le verra tout à l'heure, c'est pas simple et c'est assez problématique. Donc, comment on joint Tourny Meyer ? On peut nous joindre par téléphone au 05 56 51 28 28, où on peut également consulter notre mail www.tournymeyer.com. Bon, très bien. On passe à DTZ, mais on reviendra vers vous, Fabrice, dans quelques secondes. Donc, Éric Guillemin, Iris Retourné. Donc, on l'a bien compris, vous faites à peu près le même boulot, si je me trompe pas. Oui, effectivement, comme le disait Fabrice, c'est tout à fait notre rôle. Nous sommes en fait au point de rencontre de la demande des entreprises et des propriétaires qui ont des offres à commercialiser, que ce soit à la location ou à la vente. Donc nous les accompagnons dès le début, autant pour définir leur cahier des charges que pour les accompagner dans leur négociation financière et juridique jusqu'à soit la signature d'un bail ou la réalisation d'une vente. Eric, vous êtes plus spécialisé, vous, dans la partie bureau, on va dire. Tout à fait. Et Iris, je crois, dans tout ce qui est... Les locaux d'activité, oui. Bah, d'accord. Voilà. Par contre, on n'a pas du tout la même façon d'exercer notre métier, nous, donc c'est par secteur. Secteur, c'est-à-dire... par type de produit, en fait. Par type de produit. D'accord. Donc, nous, on se déplace sur Bordeaux et toute sa cube. D'accord, et donc d'où le cloisonnement, justement, avec d'un côté le spécialiste bureau et l'autre entrepôt, locaux d'activité, voilà, c'est ça ? C'est ça.
Très bien. Et aujourd'hui, justement, sur la rive droite, on demandera aussi l'avis à Fabrice. Alors, comment ça se passe? Justement, on parle souvent de pénurie de foncier. C'est très difficile à trouver du foncier aujourd'hui. Oui, tout à fait, oui. Alors, on entend souvent parler, ici même dans cette émission, des entreprises qui cherchent, qui ont des difficultés à trouver, ou d'autres qui voudraient s'agrandir et qui ne le peuvent pas. Alors, ça, vous êtes confronté à cette problématique au quotidien ou... Au quotidien, sachant que donc on est confronté à la rareté du produit et tout ce qui est rare devient très cher, même sur la rive droite. Alors c'est vrai qu'on a vu grimper les prix au mètre carré ces 10 dernières années, mais encore évidemment un peu plus ces 5 dernières années. Et donc il se peut que ça continue encore à monter. On n'espère pas. Mais c'est vrai qu'avec ces nouveaux franchissements, il y a déjà le pont Chaban-Delmas, le pont Jean-Jacques Bosse qui arrive. On a des programmes qui se montent et tant mieux sur la rive droite, qui se développent de plus en plus. Mais les entreprises qui souhaitent se réfugier sur la rive droite pour un côté financier se heurtent parfois à des prix qui sont montés. Mais voilà, c'est... Alors Eric, on peut parler de nouvelle attractivité finalement de cette rive droite qui avait été longtemps abandonnée. Au final, aujourd'hui, on le voit par ces demandes à la hausse, toujours plus à la hausse, voilà, pour des installations de bureaux, d'entrepôts. Donc on s'aperçoit finalement que la rive droite est très attractive aujourd'hui. Ah oui, elle l'est toujours. Essentiellement, nous on le voit de notre côté chez DTZ, elle est beaucoup sur toute la partie locaux d'activité, entrepôts. Les bureaux, c'est toujours un peu en dents de scie. Hein. Je crois que Fabrice en parlera, aura le même avis. Le territoire de la rive droite, pour le tertiaire, il a une structuration un peu particulière, puisque comme on en avait déjà parlé l'année dernière, c'est un territoire qui s'est forgé à la base sur la zone franche urbaine. Et donc après, on a des opérations tertiaires qui se sont faites un peu de façon isolée. Là, ce que l'on attend dans les années à venir, c'est une structuration un peu plus conséquente, avec un effet peut-être Euratlantique, gare, et via les nouveaux franchissements. Très bien. Donc, si on veut vous joindre, là, pareil, on est une PME, PMI, l'entrepreneur, on veut prendre vos conseils et voir ce que vous avez. Alors, c'est très simple. Comme offre. Le meilleur moyen, c'est le téléphone, donc au 05 56 52 25 25, et via notre site internet www.dtz.fr.com. Très bien, mais on vous remercie. On repasse la parole à Fabrice Jolivet. Alors, même question, finalement, je crois que vous êtes assez d'accord sur ce constat-là, c'est-à-dire que la rive gauche, beaucoup plus structurée, on va dire, la rive droite qui est un petit peu, voilà, c'est l'avenir, enfin, je veux dire, en termes de structuration, c'est vraiment l'accent, il faut le mettre là, quoi. Tout à fait. Bon, c'est vrai que la rive droite a été pendant longtemps le parent pauvre de l'agglomération. Aujourd'hui, on peut constater que de nombreux projets urbains sont prévus sur la rive droite. Comme le disait à juste titre Éric Guillemin, notamment en bureau, on voyait peu d'offres structurées, peu de parcs tertiaires, alors qu'on trouve ça que c'est bien dimensionné sur la rive gauche, comme à Mérignac, et sur la rive droite, on en dénombrait très peu, voire pas, et on avait une offre très diffuse liée à l'émergence de la zone franche urbaine, donc des parcs tertiaires très peu structurés. Aujourd'hui, on a vu de grosses opérations émerger. On a vu un parc tertiaire de 8000 m² à Artigues qui a trouvé preneur sur les 3 dernières années. Une nouvelle offre à Lormont avec l'immeuble le Signal. Et ces offres ont été louées et ont même intéressé des investisseurs qui les ont achetées une fois louées. Donc ça prouve bien l'attractivité de la rive droite. Mais je pense que surtout, la rive droite se conjugue surtout à l'avenir, même si elle est... alors justement, pour cet avenir, là, je pose la question aux deux. Fabrice et DTZ, donc Fabrice Jolivet pour Tourner Meilleur et Eric et Iris pour DTZ. Finalement, alors si on devait faire un bilan, les points faibles, les points forts pour cette rive droite pour les 10 ans à venir. Les points faibles, nous les avons évoqués. Oui. Une offre peu structurée pour l'instant, une raréfaction du foncier, notamment
bon, communautaire, quand je dis communautaire, c'est Communauté urbaine de Bordeaux. Donc ça a provoqué ça, si vous voulez, ça a amené les entreprises à s'expatrier en dehors du territoire communautaire hors cube, comme on l'a vu le long de la RN 89, pour trouver du foncier. Bon, un parc locatif parfois un peu vieillissant. Bon, sur les locaux d'activité, comme le disait Iris Retourné tout à l'heure, effectivement, il y a une demande quand même qui est présente, mais on n'a pas souvent l'offre correspondante. Tout à fait. On a des offres la demande est de plus en plus croissante. Voilà. Mais on n'a rien à proposer en magasin. Voilà, on a à proposer, mais pas autant qu'on le souhaiterait. Ouais. Et bon, le territoire est un peu contraint pour l'heure aujourd'hui. Et comme aussi il y a de nouvelles opérations urbaines qui émergent, notamment sur. Alors, peut-être un mot là-dessus. Voilà, justement, il y a la composante rive droite de l'opération Euratlantique OIN qui est Garonne-Eiffel, qui se fera à proximité du Pont Saint-Jean, pour être très schématique, sur laquelle il y aura de nombreux logements, mais également des bureaux, donc une offre complémentaire à celle située sur le territoire de la gare Euratlantique. Il y aura également une opération d'aménagement urbain sur le secteur Brazza, au pied du pont Bacal-en-Bastide, côté rive droite, donc le pendant des bassins à flot. Donc ça, c'est une opération importante. Et pour ce qui est des locaux d'activité, toujours sur ces contreforts de la Garonne en rive droite, on aura la ZAC des Quais, sur laquelle il va y avoir une opération. Il y a un appel d'offres qui a été lancé il n'y a pas longtemps. Les candidats ont été désignés pour l'aménagement de cette zone derrière la salle de spectacle Arena, où il y aura des locaux d'activité proposés à la location comme à la vente, pour répondre à une offre toujours pressante sur le territoire. Et du coup, la zone hors cube a un fort potentiel là aussi de développement, parce que finalement ça arrive déjà aujourd'hui et ça va aller de plus en plus. On va être obligé de franchir les limites territoriales de la communauté urbaine ou pas? La problématique, si vous voulez, c'est que sur la cube, il y a des opérations d'aménagement urbain sur lesquelles il est impossible d'acquérir des terrains, parce que c'est gelé, parce que toutes ces opérations urbaines, elles nécessitent une maîtrise foncière par la collectivité. Ouais. Donc aujourd'hui, dans un périmètre très proche, c'est difficile de faire des choses dans l'immédiat. Mais je pense que la cube a eu ses heures de gloire sur la rigole. Il n'y a pas de raison aussi qu'on ne trouve pas de foncier à terme lorsque ces opérations vont être opérationnelles, entre guillemets. C'est un pléonasme, mais c'est ce que je voulais dire. Vous partagez ce même constat et ces perspectives aussi pour l'avenir? C'est important aujourd'hui, parce que nous, on est face à la détermination de certains promoteurs qui souhaitent justement réaliser des programmes neufs pour redorer un peu, et puis qu'on ait plus ce portefeuille de locaux qui sont vieillissants. Et du coup, là, on va d'ici 2014, fin 2014, début 2015, avoir de nouveaux produits à la vente, ce qui est important puisqu'on est face à cette rareté de foncier. Et on a une forte demande aujourd'hui qui bascule sur l'achat de biens. Donc là, on va pouvoir répondre à des demandes de plus en plus fortes sur de PME, PMI qui souhaitent aujourd'hui investir et utiliser ces locaux à des fins professionnelles. Et voilà. Fabrice, un complément peut-être ? La problématique souvent aussi dans la construction de nouveaux locaux, c'est les délais dans lesquels justement ces projets peuvent voir le jour. Parce que souvent les petites entreprises artisanales ou petites PME ont une vision à court terme et elles n'ont pas de 2 ans pour attendre. Donc je pense que pour que ça ait du succès, ce genre d'opération de promotion, il faut que les promoteurs acceptent de jouer entre guillemets leur rôle de vrais promoteurs, c'est de construire ce qu'on appelle dans notre jargon en blanc des offres, c'est-à-dire sans locataire préidentifié, compte tenu de la vision à court terme de ces utilisateurs. Puis on le voit dès que c'est construit, finalement, les locataires sont là. Ah oui. Vous voyez, c'est très important. On a vu même concernant l'offre tertiaire pure de bureaux que la rive droite connaît un fort succès sur la Bastide, même si on peut la rattacher au centre-ville de Bordeaux. On a vu quand même que ça a attiré beaucoup d'institutionnels, avec notamment la commercialisation récente d'un immeuble de 11 000 m², les immeubles du Millennium qui datent maintenant des années
années 2000 qui sont quasiment pleins. Le siège social de Sud-Ouest, le CNFPT, la Radio France qui s'y est installée, la direction régionale de Pôle emploi, Banque Populaire. Donc on voit vraiment qu'il y a un attrait qui est dû aussi à l'émergence de nouveaux modes de transport comme le tramway et la multiplication des franchissements avec le pont Bacalan-Bastide et à terme le nouveau pont Jean-Jacques Bosque en 2018. Aujourd'hui, nous qui recueillons aussi un certain nombre, à Haute-Garonne Développement, on recueille un certain nombre de demandes de chefs d'entreprise concernant des demandes de bureaux ou de locaux d'activité. On le voit, il y a souvent des demandes, il n'y a pas suffisamment d'offres, mais à chaque fois qu'il y a de la demande, c'est pris. Donc il y a une vraie carence. Avec les projets qui sont en cours, je pense qu'on va arriver à trouver preneur relativement facilement. On n'épuisera pas ce sujet ce soir et on prendra des nouvelles du territoire et de l'immobilier d'entreprise avec vous sur d'autres émissions. On revient sur l'agenda avant de passer à la production industrielle avec le groupe Timoneo, d'ailleurs qui est proche aussi de la RN 89, j'ai entendu. Je ne sais pas si on est vraiment sur la rive droite ou la rive droite concentrée. D'accord. Alors on passe la parole à Alexandra pour la suite de l'agenda. À vous Alexandra. Merci beaucoup. On continue avec l'agenda. Jeudi 19 à midi, c'est l'invitation à table ouverte au restaurant au plat du jour par les clubs des entreprises de Senon à partir de midi. Pour vous inscrire, vous pouvez appeler au 05 57 80 00 10. Jeudi 19, au Château La Chaise, le bureau du Club des Fleurac et les Coteaux des Garonnes vous convie à la soirée de fin d'année à partir de 19h30. Plus d'informations sur le site www.cfcg.fr. Jeudi 19, cette fois-ci au restaurant du Golfe à Saint-Sulpice et Camérac, c'est le déjeuner mensuel du club d'entreprise de Deux-Rives. Pour réserver, appelez au 0556 77 36 07. Et on finit notre agenda le jour même, jeudi 19 à 11h15. C'est Pierre Pellouzet, médiateur national des relations interentreprises, qui se rendra à Bordeaux pour rencontrer les chefs d'entreprise et les acteurs socioprofessionnels de la région. Plus d'informations sur gironde.gouv.fr. Et c'est la fin de l'agenda. Merci Alexandra. Jacques, alors notre invité Yves Le Guillou pour le groupe Timoneo. Un petit mot de présentation. Oui, simplement, Timoneo s'est installé à Montussan, qui est une des communes adhérentes à Haute-Garonne Développement. Il nous semblait important, cette fin d'année, de donner la parole à une entreprise industrielle. Des 19 communes, Jacques, des 20 19 communes de Haute-Garonne Développement. Et donc, il nous semblait important de donner la parole à un chef d'entreprise d'une entreprise industrielle du territoire. Oui, on le sait, les emplois industriels comptent beaucoup exactement. Dans un développement du territoire. On parle des fois d'un emploi industriel. Il y a les emplois induits. 3-4 emplois. Monsieur Le Guillou va nous raconter tout cela. Alors, on vous passe la parole, Yves. Alors, Yves Le Guillou, bonsoir. Bonsoir, Yves. Bonsoir. Donc, alors, vous êtes gérant, fondateur du groupe Timoneo. Alors, la particularité, c'est une holding qui regroupe en son sein donc 3 entreprises, 3 sociétés. Donc nous avons Predel, on reviendra sur évidemment les spécificités de chacune. Donc Predel, Caso, Rotorflex et enfin Team Ingrédients. Donc ce groupe a été fondé il y a combien de temps maintenant, Yves ? Alors moi j'ai créé en fait en février 2008 une structure qui s'appelait Team Ingrédients et qui importait en fait du Brésil des dérivés de levure. Alors ça parle beaucoup les dérivés de levure à tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait c'est des activateurs de fermentation, c'est des sources d'azote qui sont appréciées par nos amis levure qui transforment le sucre en alcool dans le vin. Voilà, donc on l'aura compris, vos sociétés, votre travail évidemment autour de produits du vin, quoi. On va le voir effectivement en déclinant chacune. Alors effectivement là un mot sur celle-ci. Vous disiez Team Ingrédients, donc là c'est une société qui importe effectivement des dérivés de levure du Brésil et donc qui permet effectivement soit d'activer la fermentation, soit encore de stabiliser le vin à l'occasion de son élevage avant sa mise en bouteille. Donc on voit une production, on va dire, très spécialisée dans l'élevage du vin. Alors, en fait, aujourd'hui, il y a 4 producteurs, 4 fabricants mondiaux
Et en fait, on est dans le domaine des biotechnologies. Et aujourd'hui, je pense qu'on doit faire à peu près 40% de marché européen sur ce secteur qui est un secteur de niche, quoi. Très bien. Ouais. Alors, l'autre société, Predel, là, on est plutôt sur de la filtration, microbiologie ou produits analogiques. Produits onologiques, oui. Onologiques, excusez-moi. En fait, c'est tout ce qui va de la récolte jusqu'à la mise en bouteille. Et en fait, Predel assure un conseil et du service et la fourniture de produits afin de fermenter, de stabiliser et de filtrer les vins. Voilà. Très bien. Donc là, vous travaillez beaucoup donc à l'export. On le verra par rapport à la part de votre chiffre d'affaires qui est généré grâce à l'exportation. Et là, notamment avec Predel, vous travaillez beaucoup avec la France et les États-Unis, le Chili, l'Afrique du Sud aussi. Oui. En fait, dans le groupe, on fait à peu près 37% du chiffre d'affaires à l'export. Et moi, j'ai racheté en fait Caso et Predel il y a 5 ans et demi. Et c'est des sociétés qui faisaient à peu près 5-7% du chiffre d'affaires. Et en réunissant Team Ingrédients, Predel et Caso, ça nous permet de baisser les frais fixes à l'export et de nous exporter un petit peu partout, parce qu'en fait, on a envie de faire connaître et de profiter de l'image de Bordeaux et du savoir-faire de Bordeaux à l'export. Oui, mais ça serait dommage de s'en priver, effectivement, Yves. Et alors, justement, vous parlez de Caso, donc Caso Rotorflex, qui, elle est spécialisée dans la production de pompes, toutes les pompes. Et pour ceux qui connaissent un peu voilà, le travail autour du vin, la viticulture ou encore la vinification du vin, on utilise énormément de pompes dans les chais. On est obligé pour transférer les fluides, en fait. Donc là, ces pompes, alors, vous pouvez dire un mot sur ces pompes, elles ont des particularités ou... C'est des pompes qui ont été créées alors, à l'origine par monsieur Henri Caso en 1954. Donc elles sont pas toutes neuves, elles ont passé des générations, donc elles ont un peu évolué. Et maintenant, on est aujourd'hui en fait le fabricant français numéro 1 sur la pompe à impulseur. On est le numéro 2 au niveau mondial, et en termes technologiques, on doit être... c'est jamais bien de dire qu'on est le numéro 1, mais on n'est pas loin. Voilà, mais donc on le voit, vous êtes bien placé. Voilà. Et on fait du variateur électronique, on fait de la radiocommande. Donc des pompes avec la radiocommandes, pour ceux qui connaissent un peu le travail, c'est formidable, ça, c'est quand même formidable, parce qu'on a besoin de descendre de l'échelle. Voilà, ça permet d'arrêter la pompe quand la cuve déborde. Voilà, super. C'est quand même important. Et là, on peut citer aussi vos clients, on les retrouve en Chine, en Argentine, au Chili, en Espagne, en Italie. Donc, et en France, pas mal, à Bordeaux. En France, bien sûr. Donc on le voit, vous l'avez dit d'ailleurs, 37% de votre chiffre d'affaires grâce à cette exportation. Donc vous portez bien grâce à ça. On accuse un petit peu la baisse de morale française, je dirais. Oui. Et on s'est développé, on est passé de 1,8 million d'euros à 3,7 millions d'euros sur 5 ans. Cette année, on projette de baisser un petit peu, c'est la première fois qu'on baisse, mais de repasser à 3-4, et ensuite, si on fait les gros marchés sur lesquels on est, on devrait pouvoir remonter d'ici à l'année prochaine à des croissances à 2 chiffres. Ouais. Et vous êtes aujourd'hui combien de salariés? Une douzaine de personnes? On est 12 aujourd'hui, oui. Et en été, on a monté à 15-20. Voilà, c'est ça. Et donc évidemment, ces contrats, on imagine qu'ils n'arrivent pas comme ça par la boîte aux lettres ou par email. Il faut aller les chercher en Chine, au Chili, en Argentine. Je crois savoir que la semaine dernière, vous étiez en déplacement en Amérique du Sud. Un mot sur oui, c'est des pays... alors l'Argentine, c'est un pays difficile parce que en termes de recouvrement, c'est pas simple. Et puis les systèmes politiques favorisent pas l'importation. Après, c'est plus le recouvrement qui est un problème. Le Chili, c'est un pays qui va bien, c'est un pays qui se développe, c'est un pays dont la production a augmenté de 45% au cours des 5 dernières années. C'est des gens qui sont positifs et qui exportent également beaucoup de leur vin. Donc ça, le Chili, on retrouve des Français là-bas. Il y a quand même des groupes français. Oui, mais enfin, il n'y a pas que des Français. Il y a des Chiliens qui sont ingénieurs agronomes, œnologues, des bacs. D'ailleurs, vous-même, on l'a pas dit. Excusez-moi, Yves Le Guillou, on l'a pas dit. Vous êtes ingénieur en agriculture et œnologue. Hein, c'est ça. Et la Chine, par exemple, c'est les clients faciles. Alors la Chine, là, on avait le directeur technique de la société qui est parti en Chine la semaine dernière, avec un ami à moi qui parle bien chinois et qui nous aide un petit peu, parce que c'est sûr que quand on arrive en Chine et qu'on parle pas bien, c'est un peu surprenant. Moi, j'y vais 4 à 5 fois par an, et aujourd'hui, on est en train de signer des contrats pour équiper les plus grosses caves là-bas. Donc, on va bientôt boire du vin chinois, là, il n'y en a plus pour longtemps. Moi, je pense qu'il y a... ils vont tout écouler à l'intérieur d'abord. Non, mais le gros avantage qu'ont les Chinois, c'est d'abord qu'ils en boivent. Oui, ils ont un marché quand même énorme. Et qu'aujourd'hui, en fait, 1 litre de vin par Chinois, ça fait augmenter un petit peu la consommation mondiale. S'ils en prennent 2 ou 3...
Bon, bah c'est autre chose. Et aujourd'hui, faut bien dire ce qui est. Le monde du vin ne se porte pas si mal que ça grâce à eux, parce qu'ils importent. Alors ça gêne pas mal de gens, et d'un autre côté, ils le vendent cher. Et je pense qu'en termes de qualité, c'est des gens qui sont intelligents, qui travaillent. Forcément, ils ont des consultants qui viennent les aider. Et un jour, ils seront peut-être autosuffisants. Il faut bien savoir qu'aujourd'hui, la Chine, qui produisait il n'y a pas très longtemps rien du tout, enfin il y a une dizaine d'années, va vraisemblablement passer à la 5e place l'année prochaine. Et en attendant la première d'ici quelques années peut-être. Oui, c'est ça. Donc en fait, il faut profiter de la vague, et quand on peut installer des pompes sur des cuves, ça se fait une fois tous les 15 ans, donc il faut être là au bon moment. Bon, très bien. Voilà. Donc écoutez, vous voulez peut-être rajouter quelque chose si des exploitants agricoles veulent avoir un peu plus de renseignements ou veulent visiter. Oui, de toute façon, ils peuvent nous. On peut vous retrouver proche de la 89, si j'ai bien compris. Oui, on nous voit. On a fait construire un bâtiment d'ailleurs qui nous avait été conseillé par DTZ. Ah. Donc voilà, et aujourd'hui, on louait pendant 4-5 ans, et ensuite on a investi en fait pour réunir l'ensemble des entreprises. Essayer d'optimiser l'ensemble des services, et puis offrir une gamme complète de produits pour le. Donc on peut venir vous voir ou visiter. Oui, on est assez ouvert. On travaille aussi avec beaucoup de distributeurs en France, donc on veut pas les court-circuiter non plus, puisqu'on en a, je crois, une quarantaine, et on en a 12 à l'export. Donc, mais il y a pas mal de gens qui viennent aussi nous voir sur le site. Voilà. Jacques, peut-être une question avant de passer la parole à notre expert pour finir cette émission. Oui, d'abord, c'est une entreprise qui se voit effectivement très bien à partir de la RN 89, des bâtiments flambant neufs avec une belle publicité dessus. Et puis, Monsieur Le Guillou, dans sa modestie, n'ose pas dire qu'il est le numéro 1. C'est ça. Mais il est le numéro 1. C'est ce qu'on a compris en France. Sur la pompe. Eh oui, mais c'est très bien. Donc voilà, un producteur, un industriel plutôt qui produit ici sur le territoire et qui est en plus leader mondial. Donc félicitations, bravo à toutes vos équipes. Ça me faisait plaisir vraiment d'avoir Monsieur Le Guillou ce soir, entre autres invités, mais ils sont tous très bien. Oui, histoire de finir l'année aussi avec des notes positives. On le voit, des jeunes entreprises qui démarrent et qui se portent déjà bien. L'immobilier entreprise, les spécialistes sont là, donc ils sont en train de trouver les solutions. La production industrielle et effectivement l'innovation qui va avec, mais voilà, elle est au rendez-vous, ce qui permet d'être leader à l'international. Et on va finir peut-être par des nouvelles un peu moins bonnes, mais bon. On va quand même avoir cette parole-là de notre expert. Donc, on va passer la parole à Michel Dumont, vice-président de la Chambre des métiers de l'artisanat de la région Aquitaine du département de la Gironde. Alors, c'est vrai, Michel, on a eu l'occasion de se croiser sur le salon Inter-Entreprise à Saint-Loubès, organisé par Garant Développement et ses partenaires. On se disait avec Jacques, pour finir cette dernière émission avant la fin de l'année, on voulait avoir une vista sur ces passages, ces transformations qu'il va y avoir d'un tout à un autre avec la nouvelle année, c'est-à-dire à partir du 1er janvier. Alors c'est vrai que ce soir, ce qu'on va dire, on va quand même le mettre sous réserve, Michel Dumont, parce que finalement il faudra attendre le 19 décembre au soir pour vraiment avoir un peu plus une vision nette, on va dire, parce que c'est encore un peu flou. On va y revenir avec vous. Alors on le sait, on va plutôt s'attacher nous au métier du bâtiment avec la Chambre des métiers d'artisanat, ce qui est tout à fait logique. Et on a entendu beaucoup de choses. Alors la TVA qui va passer de 7 à 10, mais on avait l'impression qu'elle était déjà passée de 5,5 à 7 il y a peu de temps. Après, évidemment, pour l'isolation, c'est autre chose. Pour les constructions en œuvre, c'est autre chose. Donc, on va essayer de décortiquer ça avec vous. Mais d'ores et déjà, on a pu le voir à travers la mobilisation d'artisans il y a peu de temps encore, quelques jours, quelques semaines. Et c'est rare de les voir manifester parce qu'évidemment, on sait qu'ils ont autre chose à faire. Ça a du mal à passer, cette augmentation de 7 à 10%, notamment pour tout ce qui est travaux de rénovation. Et d'autant plus qu'il y a encore quelques mois, elle était à 5,5%. Elle était déjà passée de 5,5 à 7. C'est bien ça, Michel ? C'est exact. Elle est passée de 5,5 à 7%. Et j'avais dit sur plusieurs radios et journaux que l'artisan se devait d'être citoyen également et que s'il y a une crise économique, tout le monde doit pouvoir
pouvoir essayer de faire un effort pour relancer son pays, pour relancer l'économie tout simplement. Donc les artisans n'avaient pas bougé sur cette TVA. Par contre, ça a quand même été néfaste et on s'est rendu compte aujourd'hui à l'échelon national que le passage de 5,5 à 7% aurait effectué 10 000 employés qui auraient été quand même à l'échelon national qui auraient été licenciés. C'est pas négligeable. Donc, rappelons que c'est quand même le premier employeur. Oui, c'est que c'est le premier employeur, c'est la plus grosse entreprise de France et je veux dire par là que grâce à la TVA 5,5, les artisans avaient embauché énormément de salariés et de les embaucher comme ils ont l'habitude de le faire sur du très long terme. Les artisans par rapport aux grosses entreprises, aux très grosses entreprises du bâtiment, ils n'embauchent pas du personnel quand ils se montent une grue, ils ne licencient pas quand on démonte la grue. Ils prennent du personnel qui se forme. On a parlé d'éco-construction tout à l'heure, on a parlé de passage à l'RT 2012. Les entreprises artisanales forment leurs salariés, se les gardent, font de l'apprentissage, font de la transmission de l'entreprise. C'est pour ça que les chambres de métiers sont là, pour les accompagner sur tous ces dossiers. Et là, on tombe sur un sujet, même si je vais quand même pas vous casser le moral de la soirée, vous dire que les artisans seront rebondir un jour. Mais bon, il faut le dire aussi. Là, on a une grosse problématique. De 7% passer à 10%, ça fait 3%. Mais si je pars du 5,5, ça fait 4% et demi, et il y a un côté psychologique vis-à-vis de notre clientèle, où le client n'aime pas payer les TVA. Alors il faut savoir que les artisans râlent sur les augmentations de TVA, mais ce ne sont pas réellement pour eux, si ce n'est que ça impacte leur chiffre d'affaires. La TVA, nous on la touche, et elle est reversée immédiatement à taxe sur la valeur ajoutée TVA. Par contre, ce qui nous inquiète, c'est que le grand public, qui n'est pas quand même aujourd'hui avec des envies de dépenses énormes, on le voit bien tous les jours, ça fait un nouveau frein dont on n'avait pas besoin. Et ce frein-là, de passer à 10%, j'espère que ce n'est pas pour développer ou inciter les gens à travailler sans TVA. Vous savez que les artisans ont quand même une grosse concurrence avec les auto-entrepreneurs qui travaillent sans TVA. Oui. Ça impacte là aussi, je ne veux pas faire de polémique, on n'est pas là pour ça, mais voilà la grosse problématique. Autre chose, on a dit qu'il y avait des organisations professionnelles qui s'étaient motivées durant l'année 2013, au mois de janvier, au mois de septembre, et ça a été... Alors que ce n'est pas habituel chez les artisans, ils ont toujours un dépannage, ils ont toujours un architecte qui appelle au dernier moment pour pouvoir faire un dépannage également. Donc on se mobilise pas, c'est pas notre style. Et là, s'ils sont venus si nombreux, c'est quand même compliqué. Et suite à cela, on a réussi, a priori, à avoir une TVA à 5% sur tout ce qui est isolation thermique pour économie d'énergie. Alors jusque-là, je suis content. Maintenant, donc c'était 7, ça passe à 5 là. Ça, c'est les travaux d'isolation thermique. Sauf que je ne sais pas comment elle s'applique. Vous savez que l'isolation thermique est quand même montant peanuts par rapport à une rénovation. Ce que réclamaient les artisans, c'était la TVA à 5% pour toute rénovation énergétique du bâtiment sur l'enveloppe globale que là, du ça bâtiment. Reste très flou. Tandis que là, ça reste très flou. Mais d'ailleurs, donnez-nous un exemple avec, par exemple, l'exemple de couvreur, Michel, que vous connaissez bien. Le couvreur, il est simple. J'arrive chez vous pour mettre de l'isolation et vous ne voulez pas abîmer vos plafonds, donc je suis bien obligé d'enlever les tuiles. J'enlève les tuiles pour accéder au comble, 10%. Je vous mets une isolation. Donc là, on passe à 5%. À l'intérieur, 5%. Je remets les tuiles, 10%. On agrandit de 3 mètres carrés votre maison parce qu'on va faire un confort de vie supplémentaire, 20%. Il va falloir que je l'explique à mon client, ça m'étonnerait que mon client construction neuve, c'est ça, oui, c'est de 19,6 à 20. De 19,6 à 20. Sur la même facture, on va avoir de la TVA à 5, à 7, à 20. Voilà. Et on peut se tromper en plus. Finalement, l'artisan, dans ce flou, on va dire... L'artisan n'a pas le droit de se tromper parce qu'il peut avoir un relèvement fiscal si jamais il y a une incidence et si jamais c'est lui qui s'est trompé parce que c'est l'homme de l'art et c'est à lui à obliger. Donc ça, il y a quand même une crainte du côté des artisans et après vous parliez du coût psychologique pour le client, l'augmentation de TVA, c'est jamais... Énorme crainte pour l'artisanat parce que d'abord, il va paniquer si jamais il a une baisse d'activité et après, en paniquant sous l'influence du client, il ne faut pas qu'il se trompe de TVA parce que la tentation de se tromper de TVA, s'il a un redressement fiscal dans le milieu de l'année 2014, ça sera quelque chose de catastrophique pour son entreprise, il sera au dépôt de bilan parce qu'aujourd'hui, les entreprises artisanales n'ont pas des marges qui leur permettent de pouvoir jouer. Et là, je regrette franchement, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, les artisans ont souvent le moral, ils essaient toujours de redonner le petit coup de boost, se serrer la ceinture, quitte à ne pas trop investir, mais de passer la crise. Et là, après les années 2011, 2012, 2013, 2014, dose de TVA, c'est dur. Et
responsables de chambres de métier, les organisations professionnelles. On est ce soir jusqu'au 19 en attente. Je ne peux pas vous donner la réglementation exacte. Oui, c'est quand même un comble et du coup ça génère quand même quelques craintes, angoisses, on va dire. Alors Jacques, on le sait, Garant Développement a signé d'ailleurs il y a peu de temps une convention de partenariat avec la CMARA 33. Peut-être un mot là-dessus, Jacques, et puis rebondir sur ce changement de TVA. C'est vrai on le pense va générer une baisse de chiffre d'affaires. On se posait d'abord la question avec mon voisin de savoir si dans les autres pays il y avait ce genre de problématique de TVA, de changement de TVA. Mais je ne sais pas si Michel vous avez la réponse ou pas. Non, il n'y a pas autant de taux de TVA. Il y a une TVA. Voilà. La TVA réduite est très importante en France parce qu'elle a permis la rénovation et on sait qu'on a énormément de travaux qui vont être obligatoires aujourd'hui. Demain, toutes ces maisons, on sait qu'il y a 75 000 logements qui ne sont mal isolés, ne serait-ce que autour de chez nous. Et ces logements, il va falloir les rénover. Par contre, pour les rénover, il va falloir convaincre le client. Le client n'est pas convaincu de faire de gros investissements de rénovation en précarité d'énergie renouvelable, de précarité énergétique, si jamais il gagne pin-up sur une année. Donc il faut lui donner le coup de boost. Et le coup de boost, c'était pas lui augmenter la TVA. D'accord. C'est là que l'on est un petit peu déçu. Alors Jacques, peut-être un mot sur ce partenariat. Ce partenariat avec la Chambre des métiers porte sur plusieurs aspects. D'abord sur la création d'entreprises, où avec la Chambre de métiers, on a des relations étroites pour soutenir des candidats à la création d'entreprises, notamment, mais pas uniquement, dans les métiers du bâtiment. Vous comprendrez, avec la pépinière éco-construction, c'est la relation de proximité qui s'effectue. Des relations aussi avec la Chambre des métiers sur tout ce qui concerne la formation des chefs d'entreprise, notamment sur le management. Actuellement, on a entamé avec la Chambre des métiers des formations de chefs d'entreprise dans ce domaine. Et puis, avec eux, en 2014, on a prévu, et avec la CAPEB également, un plan de sensibilisation à l'éco-construction pour poursuivre nos travaux, nous, avec les chefs d'entreprise qui sont dans la pépinière, mais aussi tout simplement sur le territoire des Hauts-de-Garonne. Notre axe développement, et forcément d'aller sur le territoire et d'être au plus près des entreprises artisanales, dans la pépinière et dans Haut-Garonne de développement. Tout à fait, Michel. D'ailleurs, j'ai vu passer, on l'a annoncé sur Eau Radio aussi, un accord avec Orange pour justement former les chefs d'entreprise aux nouvelles technologies. Hein. Ouais. Donc évidemment, ça va toujours dans ce sens d'être au plus près, évidemment, des artisans sur le territoire, en apportant aussi toutes les formations nécessaires. Hein. Merci encore. Michel, merci encore. Mais peut-être rajouter un mot, vous vouliez finir sur... Allez-y. Oui, sur l'éco-conditionnalité, que le gouvernement, pour finir sur un joli mot quand même, d'avoir qu'on a un petit peu d'optimisme si jamais l'éco-conditionnalité fonctionne bien, c'est-à-dire que toute entreprise référente qui sera formée pourra répondre et rentrer dans justement ce tiroir que nous offre le gouvernement d'approcher des aides auprès du particulier, à condition que ce soit des artisans formés qui puissent réaliser ces travaux. Bon, mais Michel, on aura l'occasion d'y revenir, on vous invitera pour en parler. 2014. Ça marche. Jacques, voilà, l'émission se finit. On va remercier nos invités, évidemment, d'être venus ici sur ce plateau, leur souhaiter une bonne fête bonnes fêtes de fin d'année, évidemment, et puis on va se donner rendez-vous l'année prochaine. Donc, on remercie David Moneghetti pour Escale Gourmande, Cédric Bonnet pour son atelier d'architecture et son futur déménagement. Donc, voilà, à très bientôt. On va remercier aussi Fabrice Jolivet pour Tourner Meilleur et Eric Guillemin et Iris Retourné pour DTZ. On remercie également Yves Le Guillou pour le groupe Timonéo. Et je crois que j'ai fait le tour. Oui, et puis évidemment... Michel Dumont pour la CMARA 33 et sans oublier Alexandra, peut-être un petit mot. Alexandra, je sais que demain c'est votre anniversaire, mais on va pas le fêter tout de suite, mais peut-être un petit mot, un petit rappel sur les réseaux, Facebook, Twitter, tout ça, les photos, tout ça. On finit là-dessus. Un petit mot, donc retrouvez-nous l'émission, le replay de l'émission, les photos par Désiré Castillo sur notre page Facebook Éco Entreprise, et aussi suivez-nous sur Twitter, émission Éco. Merci à tous, bonne année. Merci. Enfin, bonne fête de fin d'année. Et bonne fête de fin d'année. Et l'année prochaine. Au revoir.